Bonjour chers élèves du lycée Naudier. Cette vidéo s'adresse à toutes les classes de lycée, de la seconde à la terminale. Du moment que vous avez déjà appris dans vos cours comment calculer un intervalle de fluctuation, quelle que soit la formule, seconde, première, terminale, je vais utiliser pour cette vidéo l'intervalle de seconde, puisque c'est le plus facile à mettre en œuvre, et pour que toutes les classes puissent profiter des explications. Donc il s'agit d'une entreprise qui fabrique des bonbons. Certains bonbons sont acidulés et d'autres pas. Et dans l'énoncé, nous avons l'information suivante. Dans la production, nous avons 40% des bonbons qui sont acidulés. Les 60% restants ne le sont pas, à la condition que la machine soit bien réglée. Tant que la machine est bien réglée, elle produit 40% de bonbons acidulés. Le responsable de la qualité décide de prendre un échantillon de bonbons pour vérifier si la machine est toujours bien réglée ou s'il convient d'arrêter la production pour vérifier le réglage. Et donc, il prend un échantillon de 150 bonbons, parmi lesquels il compte 49 bonbons acidulés. Et donc la question dans ce genre d'exercice que nous sommes amenés à nous poser, faut-il envisager d'arrêter la production pour vérifier le réglage de la machine? Je vous propose déjà un schéma pour mieux visualiser la situation, bien poser les différentes notations et interpréter correctement le problème. Voici ce qui va représenter la totalité de la production, dans laquelle, en théorie, si la machine fonctionne bien, nous avons une probabilité qu'un bonbon pris au hasard soit acidulé qui vaut 0,4, ou autre manière de dire les choses, la proportion de bonbons acidulés dans la production fait bien 40%. Cet échantillon est de taille n égale 150. Il y a 150 bonbons qui sont prélevés pour vérification. Nous sommes amenés à calculer la fréquence à l'intérieur de l'échantillon. Cette fréquence, que nous nommons f, qui vaut ici 49 bonbons acidulés sur un échantillon où il y a 150 bonbons. Cette fréquence, en la calculant, nous trouvons au 33, c'est-à-dire que là, nous n'avons que 33% de bonbons acidulés dans ce prélèvement, alors que normalement il devrait y avoir 40% des bonbons qui sont acidulés. Alors évidemment, on ne s'attend pas forcément à tomber exactement sur 40%. Imaginons une pièce de monnaie bien équilibrée, soit pile, soit face, en la lançant 150 fois, on ne s'attend pas systématiquement à obtenir exactement la moitié de pile, la moitié de face. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, cette fréquence de pile, qu'on calcule à chaque fois qu'on fait nos 150 lancers, cette fréquence de pile n'est pas tout le temps exactement sur 50%. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Parfois, on aura exactement 50%, mais pas forcément. C'est pour ça qu'on dit que cette fréquence fluctue. Cette fréquence fluctue, pas n'importe où, c'est bien là le principe. Est-ce que cette fréquence fluctue raisonnablement? Nous avons une fréquence obtenue là qui est quand même relativement éloignée des 40%, mais un échantillon qui n'est pas extrêmement grand, 150 bonbons, c'est pas énorme. Est-ce que l'éloignement reste acceptable ou pas? C'est bien la question que nous allons devoir nous poser maintenant. Voici donc un résumé de la situation. Nous avons la production totale où il y a 40% de bonbons acidulés, normalement si la machine est bien réglée. Le principe là, c'est que nous avons un doute sur cette probabilité. Donc nous nous interrogeons sur cette proportion P. Et un échantillon de taille 150, où nous constatons une fréquence qui est relativement éloignée des 40%, 33% dans cet échantillon de bonbons acidulés. Nous allons maintenant faire ce qu'on appelle un test d'hypothèse. Prendre une décision grâce à cet échantillon. Prendre une décision, est-ce que, à notre avis, la machine est correctement réglée? Est-ce qu'il faut plutôt envisager de l'arrêter? Voilà ce qu'il va falloir essayer de décider. Et pour faire un test d'hypothèse, bien, il faut partir d'une hypothèse. Ce genre d'exercice commence toujours de la façon suivante. Nous allons partir d'une hypothèse. Supposons que la machine soit bien réglée. Dans ce cas-là,
on considère que le P fait bien 0,4. Notre P qui fait bien 0,4 se situerait par exemple ici. Et la fréquence, nous constatons qu'elle est éloignée ici. Mais est-elle éloignée tout en restant suffisamment proche, raisonnablement proche, par rapport à une taille d'échantillon de 150. Nous avons un cours vu précédemment, je vais utiliser le cours plutôt de seconde. Les premières adapteront à leur programme avec la loi binomiale et les terminales à leur programme avec une vérification de 3 conditions au lieu de 2 pour les secondes. Nous allons calculer, grâce au programme de seconde, le fameux intervalle de fluctuation, l'intervalle dans lequel il est raisonnable, avec un échantillon de taille 150, il est raisonnable que la fréquence fluctue à l'intérieur. Pour pouvoir utiliser cet intervalle, je rappelle qu'il y a 2 conditions. La taille de l'échantillon, ici qui vaut 150, doit être au moins égale à 25. Il faut ensuite que la probabilité de succès, ou la proportion qui nous intéresse ici le succès ce serait d'avoir un bonbon acidulé, la proportion de bonbons acidulés P ne doit pas être trop près des bords de l'intervalle, une probabilité étant toujours comprise entre 0 et 1, cette probabilité-là doit être entre 0,2 et 0,8 pour que l'intervalle que nous allons calculer maintenant ait du sens. Ces conditions étant vérifiées, nous pouvons calculer ce que nous appelons donc intervalle de fluctuation de la fréquence. Cette fréquence fluctue autour de la probabilité que nous supposons, en supposant que la machine est bien réglée, nous supposons que notre probabilité P fait bien 40%. La fréquence, en changeant d'échantillon, on aura une autre valeur, pas forcément 0,33, qui, dans des conditions raisonnables, fluctue autour de P. Il arrive qu'elle soit très éloignée, mais ça c'est très très rare. Nous allons prendre un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc dans 95% des cas, la fréquence que nous allons obtenir pour un échantillon de taille 150 se trouvera dans l'intervalle suivant, intervalle de fluctuation. Cette fréquence aura environ 95% de chance d'être dans l'intervalle P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Donc la formule apprise dans le programme de seconde. Le P faisant 0,4, la taille étant ici 150, 0,4 moins 1 sur racine de 150, 0,4 plus 1 sur racine de 150. Et nous obtenons en résultat avec 2 chiffres significatifs. Pour la borne inférieure 0,32, pour la borne supérieure 0,48. Vous constaterez que notre intervalle, qui est autour de 0,4, contient bien, pour mon exemple, la fréquence obtenue avec le prélèvement des 150 bonbons dans l'entreprise. Il va falloir, avec ceci, prendre une décision, dans la mesure du possible, par rapport à l'hypothèse de départ, parce que toute cette théorie est vraie en partant de l'hypothèse que la machine était bien réglée, et donc qu'elle fabriquait effectivement 40% de bonbons acidulés. Est-ce que c'est le cas réellement? Il va bien falloir que l'on décide quelque chose. Alors, il est très important dans ce genre d'exercice de comprendre que, et pour la rédaction que moi je vais attendre de mes élèves, avant de décider quoi que ce soit, il va falloir expliquer au correcteur ou à l'entreprise, si c'est l'entreprise qui nous demande des explications quant à sa façon de prendre une décision dans cette situation, il va falloir clairement lui expliquer la règle de décision qu'on décide, qu'on va choisir d'utiliser. Donc à cette étape-là, qui correspondrait à l'étape numéro 3 par rapport au cours que je vous propose, étape numéro 1, je le rappelle, vérification des conditions, 2 conditions en seconde, 3 conditions en terminale. Il n'y a pas de condition sur l'intervalle de fluctuation niveau première qui utilise la loi binomiale. Deuxième étape, le calcul de l'intervalle de fluctuation
et la phrase de rédaction que nous avons vue en classe. Et donc, pour des échantillons de taille 150, la fréquence de bonbons acidulés aura environ 95% de chances de se trouver dans cet intervalle de fluctuation. La troisième étape, sur laquelle j'insiste particulièrement, puisque beaucoup ont tendance à l'oublier, que j'appelle énoncé de la règle de décision. C'est-à-dire une généralité, une explication très générale de qu'est-ce qu'on va décider suivant la situation dans laquelle on se trouve, indépendamment du contexte de l'exercice. La règle très générale qu'on applique chaque fois dans ce genre de situation. Nous allons partir pour énoncer cette règle générale d'une fréquence f quelconque qui n'est pas forcément celle de cet exercice, puisque là nous faisons un énoncé général pour expliquer la règle. Donc soit f, la fréquence, alors je ne vais pas tout écrire, la fréquence de bonbons acidulés dans un échantillon de taille 150. Encore une fois, ce n'est pas le f de cet exercice, c'est une règle générale, donc je mets une lettre quelconque qui désigne une fréquence dans n'importe quel échantillon de taille 150. Que peut-il se passer quand on calcule pour n'importe quel échantillon, quand on calcule la fréquence de bonbons acidulés? Que peut-il se passer par rapport à l'intervalle que nous venons d'obtenir? Je rappelle que cet intervalle est obtenu toujours sous l'hypothèse que P fait bien 0,4. Eh bien, il y a deux cas. Je vais commencer par le cas le plus simple, qui malheureusement, j'ai effectivement choisi l'exercice en conséquence, n'arrive pas dans cet exercice-là. Le premier cas, c'est si votre fréquence ne tombe pas dans l'intervalle de fluctuation. Elle serait hors intervalle de fluctuation, si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Nous allons voir ce qu'il conviendra de décider dans ce cas-là. Donc imaginons une fréquence qui tombe par exemple beaucoup plus bas, ou un petit peu plus bas, qui atterrit ici. Nous avions un intervalle qui était à 0,32, si nous obtenons 0,30 par exemple, 30% de bonbons acidulés, nous constatons que nous sommes hors intervalle de fluctuation. Cela peut venir de deux choses. Nous sommes sous l'hypothèse que la machine est bien réglée. Et dans cette hypothèse-là, il y a quelques échantillons, mais ils sont extrêmement rares. Ça concerne uniquement 5% des échantillons. C'est quand même pas beaucoup. Il y a quelques échantillons pour lesquels, alors que la machine est parfaitement réglée, nous sommes en dehors de l'intervalle. Ça peut arriver. Donc, il est possible qu'avec une machine bien réglée, nous ayons cette fréquence en dehors de l'intervalle. Mais il est possible aussi qu'il y ait une erreur dans le calcul de l'intervalle, et qu'en réalité, l'intervalle n'est pas bon, la fréquence aurait bien été dans l'intervalle de fluctuation si on était parti de la bonne probabilité de départ. Et il y a bien toujours un doute, je vous le rappelle, sur cette fameuse probabilité. Est-ce que P fait bien 0,4? Est-ce qu'il y a bien, la machine est-elle bien réglée? Est-ce qu'il y a bien 40% de bonbons acidulés produites par cette machine? D'envisager le cas le plus simple, si la fréquence observée pour notre échantillon n'est pas dans l'intervalle de fluctuation. Par contre, pour l'exercice que j'ai choisi, là nous tombons à 0,33, donc assez proche des bords, certes, mais quand même à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Et dans notre règle de décision, nous n'avons pas terminé la règle de décision, nous envisageons les deux cas, donc si f n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, et nous allons maintenant envisager le cas où f, la fréquence pour l'échantillon prélevé, est dans l'intervalle de fluctuation. C'est là où la situation est plus délicate. Il va falloir que je vous explique quelques notions mathématiques qui ne sont pas évidentes. Attention, accrochez-vous. Je vous présente ici une ligne qui résume la situation. Dans le cas où la machine est bien réglée, donc l'hypothèse qu'il y a bien 40% de bonbons acidulés, si j'ai P égale 0,4, j'en déduis, voici l'implication, donc P égale 0,4, donc dans 95% des cas, la fréquence est bien dans l'intervalle. Ce que nous venons d'étudier à l'instant, c'est la situation où f n'était pas dans l'intervalle. Et ce que j'ai utilisé, sans le dire clairement,
c'est ce qu'on appelle en mathématiques la contraposée de cette phrase. C'est-à-dire, la négation implique la négation. Plus précisément, voici le raisonnement. Si P fait bien 0,4, alors la fréquence, dans presque tous les cas, est bien dans cet intervalle-là. Mais si la fréquence n'est pas dans cet intervalle-là, j'ai le droit d'en déduire que le P ne fait pas 0,4. Un exemple plus concret peut-être de géométrie comme utilisation de la contraposée. Si je pars d'un losange, imaginons un losange, si j'ai un losange, alors les diagonales sont perpendiculaires. La contraposée de cette phrase, ce serait si les diagonales ne sont pas perpendiculaires, alors je ne peux pas avoir un losange, ce qui est vrai. Quand une propriété est vraie, la contraposée est vraie également. Cette propriété-là étant vraie, sa contraposée l'est. Si jamais je tombe sur f qui n'appartient pas à l'intervalle, je peux en déduire que p ne vaut pas 0,4, c'est ce que j'ai fait dans l'étape précédente. Par contre, en mathématiques, une propriété peut être vraie, mais sa réciproque, ce n'est pas la même chose, sa réciproque, elle, peut être fausse. Revenons sur l'histoire du losange. Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. Envisageons la réciproque. Si, en ayant des diagonales perpendiculaires, est-ce que forcément j'ai un losange? Et non, pas forcément, puisqu'il manquerait le fait que les diagonales sont de même milieu. Voici un petit schéma qui n'aura rien à voir avec ce que je suis en train de vous faire là, mais c'est simplement pour vous convaincre et pour vous faire bien comprendre les notions de contraposée et de réciproque en mathématiques. Si je m'arrange pour avoir un quadrilatère avec des diagonales perpendiculaires, je n'obtiens pas forcément un losange. Si j'ai un losange, alors les diagonales sont perpendiculaires, mais la réciproque n'est pas vraie. Si les diagonales sont perpendiculaires, ben non, je n'ai pas forcément un losange. Et nous avons la même difficulté là, entre une propriété qui est vraie, et j'ai pu utiliser tout à l'heure sa contraposée, qui est vraie également, et la propriété réciproque, qui ici n'est pas vraie. Je ne peux pas parler de la réciproque de cette phrase, la réciproque est fausse. Autrement dit, si je tombe dans le cas où f est bien dans l'intervalle de fluctuation, ce qui est le cas, c'est le deuxième cas que j'essaye d'étudier, et ce qui sera ce qu'il faudra appliquer dans notre exercice. Si nous tombons sur une fréquence qui est bien dans l'intervalle de fluctuation, eh bien malheureusement, je ne peux rien en déduire. Je ne peux absolument pas dire quelque chose sur P. Est-ce que P, à ce moment-là, fait bien 0,4? Il est impossible de répondre à cette question. Alors certains diraient, c'est pas grave, acceptons l'hypothèse. Et c'est là où je dis qu'il y a un problème. Si vous acceptez l'hypothèse, pourquoi pas? Il faut être capable d'évaluer le risque de vous tromper. Et le problème, c'est que le risque de se tromper en acceptant à tort l'hypothèse, malheureusement, il n'est pas de 5%. Le 5% que nous avons exprimé avant était le risque de rejeter l'hypothèse alors qu'en fait elle était vraie. Rejeter l'hypothèse, c'est-à-dire considérer, en rejetant l'hypothèse, on avait considéré que l'intervalle n'était pas bon, que le P n'était pas bon et que l'intervalle n'était pas bon, l'intervalle aurait dû être décalé. En réalité, si on se trompe, c'est que l'intervalle était bon et qu'on faisait partie des 5% hors intervalle. Dans ce cas-là, on connaissait le risque de se tromper et c'est là qu'intervient le 5%. Dans la situation suivante, qui n'est pas du tout la même, si nous sommes dans l'intervalle de fluctuation, nous ne pouvons absolument rien déduire et accepter l'hypothèse alors que le risque de se tromper, on ne le connaît pas, eh bien, les mathématiciens ne se permettent pas de dire ce genre de phrase. L'entreprise ensuite fera la décision qu'elle souhaite faire en conséquence, mais en tant que raisonnement mathématique, on ne peut absolument pas déduire quelque chose. Ceci étant expliqué, revenons à notre troisième étape donc dans la rédaction des exercices de prise de décision à partir d'un échantillon, situation où la fréquence intervient dans l'intervalle de fluctuation. Et si vous avez bien compris l'exposé que je viens de vous faire à l'instant, qui, j'en ai bien conscience, n'est pas du tout évident à comprendre, mais en tout cas qui s'appuie sur des raisonnements mathématiques très très rigoureux, si nous tombons à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation, eh bien malheureusement, nous ne pourrons rien décider.
nous ne pourrons pas accepter l'hypothèse parce que nous ne connaîtrons pas le risque d'accepter l'hypothèse et peut-être de nous tromper. Donc nous ne pouvons pas prendre un risque que l'on ne peut pas évaluer et on ne va pas non plus la rejeter. Donc la seule chose qu'on peut dire, en fait, c'est que on ne rejette pas l'hypothèse. Mais on ne l'accepte pas pour autant. On ne la rejette pas, on ne l'accepte pas, on ne prend pas de décision. Donc, nous n'avons pas besoin d'évaluer un risque puisqu'il n'y a pas de décision. On n'a pas besoin de dire, ça n'aurait pas de sens de dire on ne rejette pas l'hypothèse au seuil de risque de quelque chose. On ne la rejette pas, donc il n'y a pas de décision de prise. Nous ne mettons pas de seuil de risque. Voilà, donc l'énoncé de la règle, quand on veut la schématiser comme ceci dans les exercices, il suffit de reprendre ce modèle-là. Soit f, la fréquence, on adapte à l'exercice. Ici, la fréquence de bonbons acidulés dans un échantillon de taille 150. En distinguant bien les deux étapes, puisque ça c'est l'énoncé général, nous appliquerons dans la dernière étape, la quatrième, à l'exercice. Dans cette étape-là, énoncé général. Si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, on décide de rejeter l'hypothèse, et nous connaissons le risque de nous tromper, au seuil de risque de 5%. Par contre, si f est dans l'intervalle de fluctuation, on ne pourra rien décider, on ne rejette pas l'hypothèse, on ne l'accepte pas non plus. Il reste maintenant la dernière étape, qui évidemment pour l'entreprise est la plus intéressante, puisque c'est celle où elle va réellement savoir ce qu'il en est par rapport à son échantillon. Je rappelle que la question, est-ce que l'entreprise doit envisager d'arrêter la production pour vérifier si la machine est bien réglée, ou est-ce qu'elle continue. Évidemment, il est hors de question d'arrêter la machine toutes les 5 minutes pour vérifier le réglage. Donc de temps en temps, il y a des échantillons prélevés pour faire ce genre de raisonnement et en déduire ensuite, voir à partir de quand est-ce que réellement on envisage d'arrêter la production pour vérifier le réglage. Peut-être que la machine était déréglée, on a bien fait d'arrêter dans ce cas-là, peut-être que finalement elle était bien réglée et qu'on n'a pas eu de chance, on est tombé sur les 5%, mais il faut mieux dans cette situation-là ne pas courir le risque et faire la vérification. Donc la quatrième étape, comme je l'ai expliqué en cours récemment, ça sera appliquer la règle de décision. Application de la règle dans la situation de l'exercice qui nous est proposé. Donc cette fois-ci, nous reprenons la lettre F, mais elle ne va plus forcément désigner n'importe quel échantillon de taille 150. Je prends ici le F de l'échantillon qui est proposé. F qui vaut donc environ 33% dans l'échantillon fourni. Comme j'ai pris soin de bien détailler la règle de décision, déjà le correcteur se rend compte qu'on a bien compris son cours, ou alors qu'on l'a bien appris par cœur. En attendant, il suffit maintenant d'appliquer d'appliquer correctement la règle par rapport à ce qu'on a expliqué précédemment. Nous avons bien constaté que f appartient à l'intervalle de fluctuation. F appartient à l'intervalle de fluctuation. Dans ce cas-là, on peut remettre on ne rejette pas l'hypothèse, et il est appréciable à ce niveau-là de faire un lien au problème, puisque quand même l'entreprise qui l'intéresse, c'est est-ce qu'on va arrêter la production ou pas. Eh bien, voilà le genre de formulation où on ne se mouille pas, on ne prend pas réellement de décision, mais voilà, on peut proposer que rien ne permet de penser que la machine est mal réglée. Voilà, rien ne permet de penser qu'il y a un problème. Mais voilà, on ne se mouille pas, on ne se permet pas non plus de dire qu'elle est bien réglée, parce que nous n'en savons rien, et de dire ne vous inquiétez pas, la machine est bien réglée, ce serait se permettre de faire une affirmation, encore une fois, sans être capable de connaître le risque de se tromper en disant qu'elle est bien réglée alors qu'elle ne l'est pas. Voilà, cette séquence est terminée, j'espère qu'elle a été suffisamment claire, c'est un chapitre qui n'est pas évident à exposer, pour l'avoir déjà pratiqué en classe. Je sais qu'il y a besoin de le faire plusieurs fois, donc n'hésitez pas à repasser certaines séquences de la vidéo. Je sais qu'elle est assez longue
mais il y a beaucoup de notions mathématiques importantes en jeu derrière ce raisonnement, et il serait dommage d'être passé à côté. Bon travail!